Mesdames et messieurs, bienvenue au Platidor 2025. Je vous avais dit une vidéo par jour pour le mois de décembre. Bon, j'ai eu un peu de mal à gérer le rythme. J'ai fait la première semaine et j'ai vu que vous étiez réceptifs, j'ai eu beaucoup de vues. Ça m'a surpris agréablement. Et donc, je m'engage à vraiment faire plus de vidéos pour l'année 2026. Bref, les Platidor, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas vu les éditions précédentes? Eh ben, c'est à peu près la même chose que pour le catch. On a aujourd'hui 6 catégories. Le Platidor, c'est le trophée, c'est un peu comme le ballon d'or au foot, c'est-à-dire qu'on va récompenser le meilleur combattant de l'année. Au catch, c'est comme un peu plus facile parce qu'ils combattent souvent. En MMA, le problème, c'est que du coup, va falloir trouver un combattant qui a combattu souvent, qui a eu des grosses victoires contre du haut niveau. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait mes critères de sélection. Aujourd'hui, donc on a le Platidor, mais on a aussi d'autres catégories, comme par exemple le KO de l'année, la soumission de l'année, le prospect de l'année. On a également la performance évidemment de l'année et enfin le combat de l'année. La première catégorie qui va être les prospects de l'année. Il n'y a aucun classé, personne n'a été classé dans la catégorie des prospects. On a 5 combattants qui ont, si je dis pas de bêtises, tous commencé en 2025. Ils ont fait leur début en 2025, ils ont fait quelques combats et on peut le dire, ce sont des énormes prospects, des talents à suivre pour l'année 2026. On a comme premier combattant Kylan Salkild. J'ai vraiment du mal avec son nom, mais bon, ça va venir avec le temps. C'est un excellent combattant, vous avez dû le voir, il a offert 2 combats énormes cette année parce qu'ils se sont conclus par 2 énormes KO. Il a fait en tout 4 combats, 4 victoires, une fois il a été à la décision et il a mis donc comme je vous l'ai dit 2 énormes KO. Un pour ses débuts en moins de 30 secondes avec une énorme droite, je crois qu'il arrive plein dans la mâchoire de son adversaire. Et son dernier combat de cette année, c'était contre Aksparat, où il avait mis un head kick monumental qui aurait rendu jaloux Leon Edwards. Franchement, le KO était dingue, il a offert 2 gros KO. Et franchement, c'est un de mes prospects favoris de l'année. Deuxième, c'est Malcolm Wellmaker. Il a débuté en 2025, il a eu sa première défaite lors de son dernier combat sur l'UFC 323, si je dis pas de bêtises, avec Peter Yan Merab en main event. C'était un bon combat, malheureusement, ça fait moche sur son palmarès parce que le combat était en short notice. Voilà, il a détruit un des meilleurs prospects de l'année parce que Wellmaker, il avait des KO de dingue, un peu comme notre ami Salkid. Il avait mis des KO de dingue, notamment avec un crochet du gauche qui pour le coup aurait fait jalouser un certain Alex Pereira. Ça reste un gros prospect, à voir comment il remonte. Mais bon voilà, c'est déjà arrivé. On pense notamment à Islam Makhachev qui avait subi une défaite assez rapidement dans sa carrière à l'UFC, mais qui au final est remonté et aujourd'hui il est double champion. Ensuite un autre prospect qui est très connu et qui est quand même très talentueux, on peut le dire, Ateba Gauthier, qui a le physique d'un heavyweight. Pour moi je pensais que c'était... Franchement je me suis dit, il a le même physique que Ngannou et le mec combat en middleweight, catégorie de Nassourdine. Le physique du mec est incroyable, il enchaîne les KO. Et la catégorie des middleweight, comme il n'y a pas non plus grand monde, je pense que 2026, ça sera une grosse année pour lui. Vu qu'il est actif, à mon avis, il pourra aller chercher une place dans le top 15 assez facilement. Ensuite, quelqu'un qu'on connaît bien, Alexandre Topuria, le frère de Ilia. Il a commencé cette année, il a fait que 2 combats, mais c'était 2 gros combats. Son dernier combat, c'était un très bon combat. Franchement, il a montré qu'il avait le niveau. Peut-être pas lui la même puissance de frappe que son frère, mais en même temps, il combat chez les bantamweight, catégorie de Merab et donc de Peter Yan. Je le vois bien décrocher une place dans le top 15 de par son nom, c'est le frère de Ilia. Et aussi parce qu'on va pas se mentir, il est quand même très talentueux. Et enfin, le dernier, c'est Baisongour sur KF, qu'on a découvert avec les Dana White Contender Series et qui a marqué l'UFC de 2 gros combats. Le premier avec une soumission au deuxième round et le deuxième assez récemment sur la carte de Peter Yan Merab 2 avec un énorme KO qui était quand même très stylé dans un très bon combat. Donc sur KF, vraiment à voir. C'est pas pour rien qu'il a été pris chez les Dana White Contender Series. C'est un bon prospect comme tous les prospects de cette liste, mais on doit en élire qu'un, le meilleur prospect de l'année. On a donc Kylian Salkild, Malcolm Wellmaker, Ateba Gauthier, Alexandre Topuria et Baisongour sur KF. Prospect de l'année,
c'est Kylian Salkind. Il a sorti comme cette année 2 KO qui peuvent être nominés dans les KO de l'année. Le plus marquant évidemment c'est son head kick, majestueux, hein, franchement, headshot, dead, vraiment incroyable, grosse perf. Il a montré qu'il a le niveau. Pour moi, il va rentrer dans le top 15 des lightweight assez facilement, surtout que les lightweight en ce moment, il commence à avoir du monde en moins. On sait qu'un certain Michael Chandler est toujours classé. Franchement, un Chandler contre Salkind, ça fait rêver pour 2026, mais à mon avis, il devra faire un ou deux combats avant. Mais s'il est actif, qui fait encore 4 combats dans la même année, 2026, il y a même moyen qu'il se retrouve dans le top 10. À voir qui l'affronte, à voir s'il finit pas comme Wellmaker à perdre bêtement sur un combat. Mais en tout cas, Kylian Salkind, c'est un nom à mémoriser. Pour moi, c'est clairement le prospect de l'année. Il y a beaucoup de soumissions à l'UFC et franchement, les soumissions, c'est souvent impressionnant. Et cette année, on en a eu vraiment des excellentes. J'ai eu un peu de mal à classer 5 soumissions, mais voilà, pour moi, les 5 meilleures soumissions. Alors les soumissions, je les classe sur est-ce que c'est une soumission qui est rare, est-ce que c'est une soumission qu'on voit souvent, et surtout contre qui elle est faite. Voilà. Première, on la connaît, c'est notre ami Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffi à l'UFC Paris. Étranglement arrière sur Ruffi. BSD était loin d'être favori, malgré qu'il combattait en France. Ruffi, de Fighting il était vachement favori. Il sortait d'un KO fou contre Bobby Green, on en reparlera après. PSD l'a fait avec l'aide de Nicolas Haute. Ils ont sorti un gros game plan. BSD n'a pas cherché à striker, il a cherché à emmener au sol et il l'a fait, il l'a soumis par étranglement arrière. La deuxième, c'est Pantoja contre Kai Kara France. Là, pour le coup, c'est plus sur le niveau d'adversité. Pantoja qui a défendu son titre a levé 317 contre Kai Kara France. Un étranglement arrière magnifique. Pantoja au sol, c'est un monstre et faire ça contre Kai Kara France, c'est une dinguerie parce que personne n'a fait ça à Kai Kara France. Il n'y a que lui qui peut faire ça, Pantoja. Une autre soumission, c'est Merab contre Sean O'Malley à l'UFC 316. Vous savez, j'adore Merab. Je m'y attendais pas, je pensais que ça allait aller à la décision. Mais sortir un étranglement sur Sean O'Malley, personne ne l'avait soumis, alors que Sean O'Malley, ça reste comme Sean O'Malley, hein. Ça reste au niveau de la catégorie bantamweight. Et pourtant, Merab l'attrape et lui met un étranglement nord-sud. Franchement, je sais même pas comment il a fait. Franchement, soumission de dingue. C'est rare qu'on voit une soumission comme ça en plus. Donc, magnifique soumission de Merab à l'UFC 316. Une autre, bon, je l'ai mis parce que voilà, c'est mon début, j'adore. Oliveira contre Gamrot à l'UFC Rio. Étranglement arrière d'Oliveira. Ce qui était beau, c'est que Gamrot, c'est quand même le haut niveau au sol. Personne n'avait fait ça à Gamrot. Personne n'avait soumis Gamrot. Et au sol, généralement, Gamrot, c'est lui qui domine. Et là, Oliveira l'a emmené au sol assez facilement. Alors, bien sûr, c'est un short notice. Mais ce qu'a fait Oliveira, surtout qu'il avait pris un KO de Topuria 3 ou 4 mois avant. Revenir comme ça contre Gamrot, le soumettre facilement au deuxième round. Grosse perf d'Oliveira. Et évidemment, j'étais obligé de mettre parce que j'adore Oliveira. Ensuite, le cinquième, c'est Jean Silva contre Bryce Mitchell, évidemment. C'était un combat qu'on attendait. Bryce Mitchell, on le sait, il est très bon au sol. Jean Silva l'a dominé et l'a soumis sur la soumission de l'année. Alors, vous allez dire peut-être que je suis un peu biaisé, mais je vous ai dit que j'avais dit que c'était le taux d'adversité. Est-ce que la soumission est rare ou pas? Donc là-dessus, je suis obligé de donner le trophée de la soumission de l'année à Merab contre Sean O'Malley. Étranglement nord-sud contre Sean O'Malley. Personne n'avait fait ça à Sean O'Malley, même si du coup il ne méritait pas son title shot. Sean O'Malley, ça reste quand même vraiment au niveau top 5 facile de la KT. KO de l'année. Alors on va retrouver évidemment notre ami Kylian Salkind contre Nasrat Akparast à l'UFC 321 avec donc ce head kick que j'en ai parlé tout à l'heure. Magnifique head kick. Voilà, beaucoup ont cru qu'il était mort. Pour vous dire, Akparast, franchement, magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment rien à dire. J'étais obligé de le mettre parce qu'évidemment du coup je juge aussi le niveau d'adversité.
Il y a Topuria contre Charles Oliveira. Charles Oliveira, je crois qu'il avait pris un KO, peut-être ses débuts à l'UFC, mais sinon ça faisait longtemps qu'il avait pas pris un KO. Donc il y a Topuria, il l'a fait assez facilement. Le seul truc qui pourrait peut-être enlever de la crédibilité, c'est Charles qui dit après le combat que ben oui, il a fait n'importe quoi. Il a voulu striker avec Topuria, c'était une idée de merde. On ne veut pas enlever à Topuria qu'il a mis KO propre sur un coup. Il met un deuxième coup, des coups au sol, mais le premier déconnecte Oliveira, ça se voit tout de suite. Magnifique KO. Rien à redire, mis à part qu'il m'a mis en dépression, mais sinon, rien à redire. Ensuite, Mauricio Ruffi contre King Green. Ce coup de pied retourné, magnifique. Mais il n'y a rien à redire non plus. C'est magnifique. Il le prépare. Il tourne au bon moment. Bobby Green qui baisse sa garde. Je dirais même pas qu'il se prend. C'est parce qu'ils ont montré le ralenti. Sinon, j'aurais dit que le fight était truqué. Franchement, c'est du haut niveau. On peut rien dire là-dessus. Mauricio Ruffi, même si je suis pas un grand fan des Fighting je suis obligé d'admettre que c'est vraiment l'un des meilleurs KO que j'ai vu de ma vie, je crois. Ensuite, bon, j'aurais pu mettre aussi un autre Fighting mais je préférais mettre Leron Murphy contre Aaron Pico. Dans le soir, on a vu Carlos Prates et Geoff Neal. Je préfère ce KO parce qu'il est beaucoup plus violent. Leron Murphy met un coup de coude retourné, pleine mâchoire. Et Aaron Pico, on dirait vraiment qu'il est mort aussi. Il s'écroule et on dirait vraiment qu'il est mort. Il bouge plus. C'est vraiment un KO de dingue. Et je pense qu'on était tous un peu bouche bée devant ce KO. Franchement, Aaron Pico avait bien commencé, mais ce que lui a fait Leron Murphy, c'était presque illégal. Franchement, c'était une dinguerie sans nom. Ensuite, j'étais obligé de le mettre parce que je l'adore. Jerry Prochaska contre Khalil Rountree. Le KO de fou. En fait, c'était une remontada de fou. J'aurais pu mettre les comebacks de l'année. Jerry Prochaska aurait gagné parce que voilà, franchement, le KO de dingue. En fait, il enchaîne le troisième round après avoir perdu les deux premiers. Au troisième, il accélère, crochet du gauche, il le déconnecte. On a un gros plan sur la tête de Khalil Rountree qui est plein de bleu, qui est en sang, alors qu'il a commencé normal le round. En 3 minutes, il a fini en sang avec des bleus partout sur la tête. Non, je sais pas ce qu'il a fait, peut-être qu'il a pris la magie des esprits qu'on a fait Alex Pereira, mais faire ça, c'est une dinguerie. Franchement, Jerry Prochaska nous a lâché une masterclass, on peut le dire. Le KO de l'année, Mauricio Ruffi contre King Green. Ce coup de pied retourné, c'était magnifique, il n'y a rien à dire. C'est un des meilleurs KO que j'ai vu, je pense. Franchement, c'était propre, d'une précision de dingue, un peu à la Edson Barbosa. Un coup de pied retourné, je pense qu'on verra dans les highlights à chaque fois qu'il va combattre Mauricio Ruffi. Une précision, une qualité, il y avait tout était bien. Le combat de l'année, ce qui nous intéresse, moi ce qui m'intéresse, moi chaque année je me dis, ah ce combat, peut-être ça peut être le combat de l'année, peut-être celui-là, peut-être celui-là. Et on va voir que cette année, on a vraiment eu des combats de dingue. Le premier c'est Oumar contre Merab. En début d'année, on se rappelle, pour moi c'était ça le mini-event. Voilà, le mini-event c'était Islam contre Moïcano. Franchement, ce combat, c'est une masterclass. Franchement, les deux premiers rounds sont à Oumar, le troisième, Merab commence à accélérer, il prend les trois derniers. Et le meilleur, c'est la fin du cinquième. La fin du cinquième, ça accélère. Merab envoie une bonne droite dans la mâchoire de Oumar. Il l'emmène au sol, il se fout de sa gueule. Un banger de A à Z, je me suis régalé. Ensuite, le deuxième combat, c'est Prochaska contre Jamal Hill. C'était dans la même soirée. Franchement, j'ai oublié le nom de l'event. Je crois que c'est le 311. Je crois que c'est mon event préféré de l'année. Les combats de fou qu'on a eu. Prochaska qui met KO Jamal Hill dans un combat qui était quand même assez cool. Hein, franchement, on sait Prochaska comme combat, c'est toujours une dinguerie. Franchement, énorme combat. Je préfère ce combat à celui de Khalil Rountree parce que Khalil Rountree, il domine pendant 2 rounds. Il se passe pas non plus grand chose. Et à partir du troisième est excellent, c'est le round de l'année, je pense. C'est vraiment une dinguerie. Voilà, les deux premiers sont pas dingues. Là, les deux premiers ça accélère, le troisième ça accélère encore plus. Il y a un beau contre de Jerry Prochaska qui peut ensuite le terminer par TKO. Franchement, excellent combat, rien à redire. Le troisième, c'est évidemment Joshua Van contre Brendan Royval. Voilà, ça s'est foutu sur la gueule et on a kiffé, hein. On s'est régalé, on va pas se mentir. Franchement, gros banger, je l'ai revu il y a pas longtemps. Pour le combat, Joshua Van bête déjà, pour regarder un peu. Joshua Van, c'est vraiment solide, hein. Le public du MMA, c'est un peu des girouettes, hein, parce qu'après ce combat, tout le monde associé Joshua Van en disant que c'était le meilleur et tout. Et maintenant, tout le monde le déteste. Ah voilà, ça a vite tourné pour Joshua Van. Diego Lopez contre Jean Silva.
c'était une masterclass. Franchement, j'ai pas regardé l'event, je me suis réveillé le matin, j'ai regardé le combat. Franchement, le combat, c'est une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie de A à Z. Ça finit sur un coup de coude retour avec Diego Lopez. Quelques coups, donc j'ai pas pu le foutre dans les KO de l'année parce que voilà, c'est pas vraiment un KO, c'est plus un petit KO. Mais magnifique combat. Voilà, ça s'envoie sur la gueule. Des front kicks magnifiques de Jean Silva qui touche Diego. Des droites de fou. Le coup de coude retourné. Franchement, une masterclass. Énorme combat. Un de mes préférés de l'année, clairement. Merab contre Peter Yan 2. Je m'y attendais pas. Je pensais que Peter Yan allait perdre. Il a détruit Merab. Sur 5 rounds, il gagne, je pense, 3 ou 4 rounds. Euh, Franchement, le combat de dingue. C'était une dinguerie. J'ai adoré le combat. J'ai pas pu faire une review du UFC, mais voilà. C'était vraiment, j'ai kiffé l'event. L'event était incroyable. Et ce main event était une pépite. Mais dans tout ça, mon combat préféré de l'année, c'est Merab contre Umar. C'est mon combat préféré de l'année. Quand je l'ai vu, je savais que c'était mon combat préféré. Là-dessus, j'étais sûr et certain. Je savais que, en fait, je pense que c'est mon combat préféré de tous les temps. J'ai adoré, parce que j'ai regardé en direct. Et à l'époque, Merab, je le connaissais pas trop. Et c'est vraiment un combat qui m'a fait aimer Merab. Parce que moi, j'étais pour Umar à la base. J'ai vu Umar gagner. Les 2 premiers rounds, je me suis dit, facile, il va dominer pendant 5 rounds. J'ai regardé un peu mon tel. Troisième, je vois que Merab recommence à dominer. Je pose mon tel. Je regarde. Quatrième, cinquième, une masterclass. C'était une dinguerie. Au sol, très bon. Debout, évidemment, c'est pas le meilleur striking de l'histoire. Mais cinquième, Merab touche quand même bien Umar. Il se fout de sa gueule, le pointe du doigt. Il célèbre avec le public alors que le combat n'est pas fini et tout. Franchement, c'était une dinguerie. Il n'y a que des highlights presque dans ce combat. C'est vraiment l'un de mes combats préférés de l'année, voire mon combat préféré de tous les temps. Le Platidor, le combattant de l'année. On a donc évidemment Merab Dvalishvili, on a Islam Makhachev, on a Peter Yan, on a Joshua Van, on a Jiří Prochazka. Jiří Prochazka, il fait peut-être un peu tâche parce que c'est le seul qui n'est pas champion, mais 2 KO, Jamal Hill en début d'année, Ray Rountree en octobre. Franchement, c'était une grosse année pour lui, il fait ça contre le haut niveau. Et à mon avis, 2026, il va combattre pour un titre. Et à mon avis, sans trop mouiller, je pense que Jiří Prochazka va chercher un titre en 2026. Il va devenir champion, croyez-moi. Qui de Merab, Islam Makhachev, Peter Yan, Joshua Van et Prochazka sont qui est le combattant de l'année, qui remporte le Platidor en 2025? Eh bien, le gagnant est Merab Dvalishvili, évidemment. Merab, pour le coup, ce n'est pas du favoritisme. C'est juste que détruire, battre Umar, c'est déjà une dinguerie. Soumettre Sean O'Malley, c'est une dinguerie. Détruire comme il a fait Cory Sandhagen, en plus, il l'a fait en striking. Le nombre de takedowns dans une année, le nombre de takedowns dans un combat pour le titre, il bat tous les records. Il a tout détruit. Malheureusement, il perd son dernier combat, mais c'est l'un des meilleurs combats de l'année. Donc là-dessus, on peut rien dire. Franchement, c'est un banger de fou. Merab Dvalishvili en 2025, c'est l'année où on va s'en rappeler. Je pense que 2025, ce sera vraiment l'année de Merab. Même s'il perd son dernier combat, franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est vraiment l'année où il est passé d'un bantamweight très très bon à le meilleur bantamweight de tous les temps. Et faire ça en une année, c'est quand même une dinguerie. Défendre son titre 3 fois dans une année, avoir essayé de le faire une 4e fois, c'est une dinguerie. Ça aurait été un record s'il gagnait contre Peter Yan. Malheureusement, il a perdu. Pour moi, 2026, il peut récupérer ce titre. Et pour moi, il va le faire. N'hésitez pas à me dire qui vous aurait fait gagner dans le carrière de l'année, soumission de l'année, le prospect de l'année. Nous, on se retrouve en 2026. Bonne fête de fin d'année à vous. C'était Plati. Abonnez-vous, likez. Bye tout le monde.